plaisir à appeler Maître Nicolas Ravaille, Philippe, qui est avocat spécialisé en stratégie européenne, Philippe Latombe, qui est député de Vendée, réélu la main haute. Félicitations, monsieur le député. Et François-Xavier Carayon, qui est consultant essayiste et l'auteur d'un ouvrage qui s'intitule « Les États prédateurs », qu'il sans doute signera à l'issue de cette table ronde. Merci à tous les trois. L'intitulé de cette conférence, c'est « Marché et souveraineté ». Donc, dans marché, vous avez remarqué qu'il y avait un pluriel. Et dans marché, il y a le marché communautaire. Et il se trouve que l'Union européenne, plus exactement, s'est efforcée jusqu'ici de constituer les conditions d'un marché pur et sans, je ne sais plus quel est sans entrave, ou enfin, un marché pur et parfait, enfin bref. Pur. Mais est-il vraiment un acteur de ce marché? Et comment la France peut se positionner dans ce marché? S'agit-il le niveau communautaire? On m'a demandé de faire très attention avec l'usage du terme Bruxelles, parce que Bruxelles, ça n'est pas que la Commission. Mais est-ce que Bruxelles représente, est-ce que l'échelon communautaire constitue un levier pour l'exercice de la puissance et des intérêts français, ou au contraire des obstacles, ou peut-être est-ce que c'est les deux hypothèses en même temps? Je vous propose de commencer par, on va commencer par vous, cher maître. Votre avis général sur la question, s'il vous plaît. Merci beaucoup pour votre invitation. Je suis ravi d'être là, d'autant plus que parler d'Europe après l'intervention d'Arnaud Montebourg, c'est ne plus être dans un colloque, mais être dans un festival. Donc, et au moment de la digestion, pour parler des propos qui peuvent être indigestes, c'est aussi un défi assez délicat. Effectivement, pour l'Union européenne, ce sont 4 grandes libertés historiques. Liberté de circulation des capitaux, des biens, des services et des personnes. Et vous en avez 3 qui sont évidemment qu'essentiellement économiques. Nous avons fêté l'année dernière les 30 ans du marché intérieur. Et qui dit marché intérieur dit règles communes. Et qui dit règles communes dit guerre économique pour les faire adopter. Donc on voit souvent dans l'Union européenne ce qu'on enseigne dans les lycées Schuman, Monnet. Ça doit s'arrêter à l'université. Et il faut désormais enseigner le fait que l'Europe n'est pas la paix, mais l'art de civiliser la guerre par l'économie, et que ça s'opère à partir de la vision du père fondateur de l'Europe, qui est Werner von Siemens, qui a dit « qui crée la norme, crée le marché ». Et c'est logique, donc on rigolait souvent sur les tailles de concombres, les courbures de concombres, les béquilles de moto, mais à partir du moment où on est dans un marché qui est commun, unique, il faut des règles communes. Et ce qui signifie à la fois être présent dans les processus d'adoption des règles et aussi être présent dans le respect de ces règles. Ce marché intérieur-là, donc, pour vous, il est évidemment extrêmement important parce qu'il ouvre sur la zone économique qui est énorme des 27 États membres et auquel il faut ajouter aussi l'ensemble des pays avec lesquels l'Union européenne a des accords. Et ça aussi, c'est un marché. Ça aussi, c'est un marché. Et ces accords-là sont passés avec d'autres États à des degrés très différents d'intégration juridique. Mais l'Union européenne écrit noir sur blanc dans sa communication que c'est la norme adoptée dans l'Union européenne par les Européens que nous allons imposer aux autres sur la scène mondiale et qui créera un avantage compétitif pour vous, opérateurs économiques européens, dans le monde. Autrement dit, on a pas mal parlé sous l'angle défensif, à travers les notions de cybersécurité. Maintenant, quand on est sur le terrain juridique et politique, il faut parler offensif, offensif, offensif. C'est l'offensif qui fait la victoire des Européens sur la scène mondiale. Et contrairement à ce qu'on dit, l'Union européenne, mais quand on dit l'Union européenne, ce sont ses membres. Et c'est qui la contrôle, l'Union européenne? Malheureusement, pas assez la France, pas assez les Français, un peu aussi de notre faute d'ailleurs, et je pense qu'on en parlera comment on doit mieux s'organiser entre nous, être plus forts entre nous, plus solidaires aussi, plus unis, entre nous, Français, considérant que la France a eu comme erreur stratégique dans l'Union européenne de toujours avoir une stratégie pour l'Europe, ce qui est même une chimère de stratégie pour l'Europe, et plus on veut avoir des stratégies pour l'Europe, moins on a, nous, Français, des stratégies pour nous-mêmes dans
et via le marché intérieur européen. Et ça a créé un déséquilibre terrible, puisque Arnaud Montebourg l'a dit, on s'est effondré économiquement dans l'Union européenne parce que nous nous y sommes abandonnés. Le plus important, c'est de retrouver cette vision stratégique-là. Ça, c'est pour l'intramuros européen. Je dis ça en référence à Saint-Malo. Et pour l'extramuros, ne croyez pas que l'Union européenne soit faible. L'Union européenne, c'est 158 milliards d'excédents commerciaux par an aux États-Unis et plus 10 milliards par an. Donc pourquoi voulez-vous qu'on soit dur avec les États-Unis? Si on durcit les relations économiques avec les États-Unis, les Européens ont plus à perdre que les Américains. Et donc c'est la raison pour laquelle on cède, et on cède parce que nous sommes forts. Dans votre domaine, en revanche, on est conscient qu'il y a des vulnérabilités. Enfin, dans le domaine du numérique, c'est là qu'il y a des craintes, parce que les Américains sont forts, parce qu'ils ont inventé des écosystèmes innovants qui contrôlent les marges de nos entreprises. Et ça, c'est la problématique Apple, c'est la problématique Amazon, qui arrive d'ailleurs dans les produits de territoire. Moi, j'ai alerté plusieurs présidents de région en disant, vous allez voir, vos marques territoriales, si vous ne travaillez pas avec des entités françaises pour développer des solutions numériques très rapidement, vous allez vous faire croquer par Amazon qui est déjà sur ces marchés-là. C'est problématique des hôtels. L'hôtel où j'étais me racontait qu'il n'était plus sur Booking parce que Booking lui mange sa marge. Et en même temps, s'il n'est pas sur Booking, il n'a plus de clients. Et donc, il faut sortir de cette schizophrénie-là. Et ça veut dire être offensif. Pour être offensif, par rapport aux Américains, on a créé une structure qui est importante pour vous, qui est une structure de régulation, qui est le EU Trade Data Council. Donc, sur les questions numériques et de commerce, on s'est mis d'accord avec les Américains. J'ai vu aussi, mais ça, je ne suis pas spécialiste, mais je pense que ça vous concerne, que dans l'OMC, il y a un accord qui vient d'être intervenu. Or, les Européens, on est faibles dans l'OMC, on est très faibles. Mais on a signé un accord sur l'e-commerce avec les Chinois et les Américains, eux, ne l'ont pas signé. C'est quand même un point de vigilance qui devrait, je crois, aussi vous alerter. L'autre point des accords c'est de l'Union européenne, c'est la Chine. Et sur la Chine, là, évidemment, on n'est pas dans la même situation qu'avec les États-Unis. Je disais, les États-Unis, c'est 158 milliards, c'est plus 10 milliards tous les ans. Donc c'est une dynamique, sauf entre 2022 et 2023, où la guerre russo-ukrainienne a fait qu'il y a une correction économique des Américains. Mais avec la Chine, c'est une situation totalement différente. C'est une situation où l'Europe ne veut pas se protéger. Et elle ne veut pas se protéger, mais elle dit à la Chine, en revanche, vous, Chinois, vous devez ouvrir davantage vos marchés aux entrepreneurs européens. Ce qui vous oblige, vous aussi, donc, à être dans des stratégies offensives, pas dans des stratégies défensives. Et si l'Europe ne se protège pas, ce n'est pas par naïveté, c'est que vous avez une convergence d'intérêts entre des Allemands qui ont un excédent commercial en Chine et qui ont besoin des Chinois pour avoir leur excédent mondial. Et donc, c'est un partenaire stratégique de la Chine. Alors, on dit souvent la Chine dans l'Union européenne, etc. La Chine ne peut pas être influente, ni les États-Unis dans l'Union européenne. Ils ne sont pas membres. Donc, s'ils sont influents, c'est qu'il y a des chevaux de Troie. Et où sont les chevaux de Troie? Ils sont allemands, parce qu'ils ont un excédent commercial à protéger en Chine et des intérêts stratégiques. L'Allemagne vient de réinvestir en investissement direct en Chine des milliards d'euros. Ce qui a amené dans votre domaine, dans le domaine des numériques et des données, j'entendais parler ce matin, des flux de données, un accord avec la Chine qui est intervenu, je crois, ce 27 août sur les données non personnelles, donc les données économiques, de manière à pouvoir sécuriser les investissements directs européens en Chine. Et ça, c'est aussi une problématique directe, je pense, pour vos activités. Ces accords avec la Chine font que donc, les Pays-Bas importent. Ils importent en moyenne 100 milliards d'euros par an. Mais ces importations-là, ils les revendent aux autres Européens. C'est la première cause de la désindustrialisation de la France. Ça génère aux Pays-Bas des droits de douane qui financent leurs finances publiques et ça génère des marges pour leurs entreprises. Donc c'est gagnant public, gagnant privé, mais c'est sur notre dos. Ça veut dire que nous, on doit se réagir, on doit se protéger, soit on fait comme eux, soit on fait autre chose. Et puis voilà, donc marché intérieur européen, accord, et l'Europe a une compétence souveraine, les États membres ne l'ont plus pour passer des accords avec des pays tiers qui vont avoir d'énormes impacts. Je disais, juste pas fini sur la Chine, en un mot, c'est quand je parlais de deux modèles économiques opposés. J'exporte pour gagner de l'argent et j'importe pour revendre aux autres. Ça, c'est les Pays-Bas contre l'Allemagne. Mais ces deux modèles économiques créent une convergence d'intérêts pour que l'Europe ne se protège pas. Et donc, elle n'est pas naïve, elle n'est pas faible. Elle est malheureusement sous gouvernance allemande et de l'Europe du Nord et des Pays-Bas. Et c'est ce qu'il faut absolument qu'on essaye de corriger. Il y avait tout à l'heure une intervention d'un avocat dans la salle. Je suis aussi avocat, que je partage totalement sur les risques de prochaines réglementations et sur comment on va assister à toute une série de dénonciations, de délations, d'ONG et autres. Mais c'est déjà le cas.
mais c'est déjà le cas. Et ce qui veut dire qu'en Europe, vous n'avez pas de notion connue dans le droit français d'abus du droit d'agir en justice et de dénonciation calomnieuse. On va quasiment jamais au bout des procédures. On attaque énormément, on dénonce énormément. Et on dénonce parce que même pour des raisons qui sont même plus juridiques, simplement parce que ça consomme les ressources humaines. Et que pendant ce temps-là, pendant qu'ils s'attaquent aux concurrents, ils ne s'attaquent pas à nous. Donc ce qui veut dire que vraiment le maître mot, la meilleure des défenses, c'est l'attaque. Merci beaucoup, maître. Monsieur le député, cher Philippe. Je ne vais pas rajouter beaucoup de choses parce que beaucoup de choses ont été dites. Effectivement, la position de la France au sein de l'Union est en train de se dégrader à une vitesse phénoménale. 2 exemples, on voit bien, et des exemples récents, nous sommes en pleine négociation sur EUCS, donc qui est la partie protection du cloud, et on a en face de nous ce que vous venez de dire, c'est-à-dire essentiellement les Hollandais et les Allemands qui s'opposent à la vision française d'une immunité aux règles extraterritoriales non européennes sur le sujet. Pourquoi ils le font ? Parce que les Allemands ont à protéger effectivement leur activité vers les États-Unis et sont devenus un cheval de Troie. Et la deuxième, c'est que les Pays-Bas le sont aussi, puisqu'on est sur des montages qui sont des montages juridiques et fiscaux, qui sont le sandwich néerlandais. C'est-à-dire que tout rentre en Europe par le biais de la Hollande, qui y fait sa tambouille fiscale et au passage récupère un peu d'argent et envoie ça dans la maison mère, enfin dans la holding qui est en Irlande, qui elle applique un taux d'IS très faible. Et d'ailleurs, on voit bien que la Cour de justice a été obligée de mettre le holà à ce système, même si pour l'instant, ça n'est qu'une seule fois. Et voilà. Autre exemple, qui est un exemple très récent, la démission de Thierry Breton. C'est une démission avant qu'il ne se fasse démissionner. Mais il explique dans sa démission qu'on a négocié contre lui entre Ursula von der Leyen et l'Élysée, et que l'Élysée a été obligé d'accepter la position d'Ursula von der Leyen, et qu'on nous a donné en contrepartie une carotte, qu'il nous donnait un gros portefeuille, j'ai pas tout compris de ce qu'on avait dans le portefeuille, avec une vice-présidence. Parce que facialement, c'est vachement bien d'avoir une vice-présidence et que ça montre le poids de la France en Europe. En fait, ça montre juste l'inverse, en fait. Ça nous a démontré l'inverse. Et pourquoi Thierry Breton s'en va ? Parce que Thierry Breton s'est opposé à von der Leyen sur plein de sujets, mais s'est aussi opposé à Verstager sur la question des marchés. Il s'est opposé à un certain nombre de réglementations, ou en tout cas d'absence de réglementation. Et c'est ce qu'on, pour un certain nombre d'entre nous à l'Assemblée, on appelle de nos voeux, c'est qu'on arrive à avoir une modification des conditions de marché, qu'on puisse faire de la commande publique vers nos territoires, et que donc on fasse ce que les Américains font, en fait. Et quand vous parlez de l'OMC, il ne faut pas oublier qu'ils n'ont pas signé la totalité de l'accord sur l'OMC. Le préambule, ils ne l'ont pas signé. Nous, on l'a signé. Il nous contraint, il ne les contraint pas. Et quand on a dit l'IRA, c'est pas bien, on s'est juste arrêté à dire l'IRA, c'est pas bien. On n'a pas vraiment pris de sanctions. Bon, résultat des courses, ça n'a pas changé notre position vis-à-vis des Américains. Et de l'autre côté, les Chinois en ont profité pour essayer de nous envoyer toutes leurs voitures. Et on voit bien que la réaction qu'on a aujourd'hui est une réaction allemande, en fait. Ce sont les producteurs de voitures allemands qui, aujourd'hui, disent « si vous continuez, on va crever. Et si on crève, il n'y a plus de finances. Parce que c'est nous qui tenons les cordons de la bourse de l'Union européenne et l'euro. » Effectivement, quand on voit le déficit budgétaire de la France, ce n'est pas nous qui allons tenir le truc. Donc, on s'est effondré économiquement, on s'est effondré en termes d'influence, et on essaie de se battre comme on peut. Et on va essayer de le faire encore sur EUCS par des procédures juridiques. Mais c'est pas normal, ce que disait Arnaud Montebourg tout à l'heure, c'est pas normal qu'on demande à des juges de faire ce qu'on devrait faire. Je passerai le micro après à M. Carayon, mais Nice 2, ça fait quand même quelques années qu'on sait que ça doit arriver. On sait que ça doit être transposé pour le 17 octobre. On ne sera jamais prêt le 17 octobre. Donc la directive, elle va s'imposer dans une grande partie de ce qu'elle a, et ensuite, ça sera la jurisprudence qui fera la forme de transposition si on ne la fait pas immédiatement. Donc on va laisser à d'autres des choix qui sont des choix politiques. Je donne un exemple. Dans Nice 2, il est prévu une sanction financière assortie d'éventuellement de mesures, de peines pénales. Pour le chef d'entreprise, ça peut être de l'emprisonnement, si le législateur le décide, ça peut être une interdiction de gérer des entreprises, ça peut être plein de choses. Mais c'est bien un choix politique, c'est un choix que le législateur doit faire. Et là, dans la directive, si on ne l'applique pas, si on ne la transpose pas et qu'elle est appliquée par un juge, ça va être le juge qui va pouvoir éventuellement prendre des mesures complémentaires. C'est pas normal, c'est pas son rôle. Lui, il est censé appliquer la loi, il n'est pas censé décider à la place d'eux. Et ça, aujourd'hui, c'est un véritable problème. C'est qu'on adore l'Europe, vous l'avez dit. On essaie à chaque fois de promouvoir l'Europe, on l'a vu pendant la campagne des européennes. Et chaque fois que l'Europe nous dit quelque chose et qu'il faut qu'on le fasse, on n'y est jamais.
On est très peu dans les groupes de travail, très peu représentés. Et c'est toujours les mêmes qui y sont, en fait. Ça pose un problème. Et on arrive toujours à la fin avec un grand drapeau blanc en disant « Nous avons la solution, c'est la solution française qu'il faut appliquer ». On se fait rire au nez. Les autres, ils ont bossé pendant 5-6 ans dans des groupes de travail. Ils nous voient arriver avec nos gros sabots en disant « C'est nous qui sommes les plus beaux ». Non, en fait. Et donc, on a perdu économiquement, on a perdu politiquement, on a perdu en plus notre capacité de travail dans ces groupes-là et d'influence dans ces groupes-là. Donc, en fait, ça ne marche pas. Et pourtant, et je finis là-dessus, ce sont les marchés européens qui seront l'avenir de nos entreprises. On ne pourra pas s'en passer, on ne peut pas s'en passer. On n'a pas la taille critique pour. Regardez ce que les Anglais vivent avec le Brexit. Ça serait 10 fois ou 100 fois pire avec nous. Si on devait quitter l'Union européenne, on est mort. Donc il faut absolument qu'on arrive à retrouver cette stratégie, cette vision que nous avons perdue. Et malheureusement, ce n'est pas le contexte d'aujourd'hui. Merci beaucoup, François-Xavier Carayon. Oui, peut-être pour rebondir sur ce que disait Nicolas tout à l'heure et sur la nécessité de nous protéger à l'échelle européenne ou à l'échelle des États membres. Un des sujets qui me semble important, c'est la manière dont on peut se protéger des prédations économiques. Évidemment, ça fait écho au travail courageux qu'avait engagé Arnaud Montebourg lorsqu'il était ministre de l'économie. Les investissements étrangers, dans le fond, peuvent représenter des prédations économiques dans le sens où ils peuvent atteindre évidemment nos intérêts géostratégiques, mais aussi nos intérêts industriels ou technologiques. L'outil le plus connu, l'outil le plus efficace, le plus répandu dans le monde développé pour se protéger de cette menace, c'est les dispositifs de filtrage des investissements. Donc la France s'en est dotée depuis une petite vingtaine d'années, et Arnaud Montebourg donc, a musclé ce dispositif assez sérieusement. L'Union européenne a fini par se doter d'un dispositif de filtrage des investissements il y a près de 3 ans, je crois, sous la pression des États membres qui le réclamaient depuis de nombreuses années. Alors ce dispositif, il est très léger, j'allais dire presque cosmétique. C'est pour l'essentiel un dispositif de partage d'informations. C'est-à-dire que si vous avez un rachat d'une PME provençale, les Italiens étant avertis de cet investissement ou cette acquisition, peuvent prévenir les autorités publiques françaises de ce rachat. Donc vous voyez, partage d'informations. Mais dans le fond, ce dispositif ne permet pas aux instances européennes de bloquer un investissement. Alors on peut s'en réjouir ou le regretter. On peut s'en réjouir d'un point de vue de la souveraineté nationale, en se disant que ce n'est pas l'Union européenne de trancher, d'arbitrer ce genre de cas. Ou alors on peut le regretter et se dire que l'Union européenne pourrait être un outil, un levier avec l'échelle nécessaire pour nous protéger. Un point qui me paraît essentiel ici, et un rôle à mon avis assez négatif qu'a joué la Commission européenne et la jurisprudence européenne en la matière, donc sur ce sujet des prédations économiques, des investissements étrangers, la jurisprudence communautaire interdit à la France, comme à tous les autres États membres, de filtrer un investissement, donc d'empêcher une acquisition d'entreprise française, d'un actif français, sur la base des intérêts économiques purs. Donc on peut protéger, le dispositif français le dit très clairement, on peut protéger sur la base de la défense de l'ordre public, la défense de la défense nationale, de la sécurité publique, dans les domaines qui sont couverts par le dispositif, dans les domaines dits stratégiques. Mais vous voyez, il y a cette notion très sécuritaire. Et donc ça veut dire que si on a des atouts industriels ou technologiques qu'on veut pouvoir préserver, on n'est pas en capacité, l'Europe nous empêche de le faire, alors que les Américains peuvent le faire au nom d'un principe de sécurité nationale, les Canadiens peuvent le faire, les Japonais peuvent le faire. Sur les Canadiens, ils ont un dispositif, je finirai là-dessus, qui est très intéressant, ils appellent ça le bénéfice net national. C'est-à-dire qu'au nom de ce principe juridique du bénéfice net national, ils peuvent filtrer un investissement s'il contrevient à leurs intérêts économiques. Alors évidemment, il ne faudrait pas en abuser et tomber dans un protectionnisme systématique, mais ça permettrait en tout cas d'enrayer une partie de la désindustrialisation française qu'on regrettait tout à l'heure. Entendu, merci beaucoup. On a pris un tout petit peu de retard, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter 5 minutes voilà, pour consacrer à des échanges toniques, c'est-à-dire questions courtes. Si vous pouvez vous présenter, c'est bien pour tout le monde qu'on sait qui vous êtes. Ça permet aussi aux intervenants peut-être d'orienter leurs réponses. Questions courtes, réponses courtes aussi, très toniques. Si vous avez des questions, je vous en prie, c'est maintenant. Oui, bonjour, Simon Archimenko, je suis délégué régional, vice-présidente de l'IHEDN de Bretagne. J'avais une remarque à faire par rapport à votre intervention, monsieur le député. Vous dites que la France ne peut pas se passer d'Europe. Certes,
l'exemple du Brexit ne nous incite pas. Encore faut-il savoir ce qui se passe réellement en Grande-Bretagne et qui a mené les négociations pour ce Brexit-là. En revanche, la question que je pose, si l'on ne peut pas se passer d'Europe, de quelle Europe s'agit-il? Parce que s'il s'agit de l'Europe qui existe actuellement, je crois que le précédent intervenant, M. Montebourg, lui-même a démontré que ça nous menait droit dans le mur. Je crois qu'aujourd'hui, il y a d'autres solutions qui sont notamment et qui reposent sur les coopérations renforcées et peut-être sur une Europe qui ne soit pas à 27, 28, 29, 30, peu importe, mais à 6 ou 8. Je ne dis pas que l'Europe telle qu'elle est aujourd'hui est absolument géniale. Il faut totalement la refonder sur plein de sujets, dans sa gouvernance, dans un ensemble de règles. Mais nous ne pouvons pas nous passer d'Europe, nous ne pouvons pas nous passer des marchés, nous ne pouvons pas nous passer de la stabilité européenne. Imaginez aujourd'hui que nous ne soyons pas sous le bouclier de l'euro. On aurait fait des dévaluations dans tous les coins pour essayer de s'en sortir. Et on ne trouverait personne pour acheter notre dette. Donc on a aujourd'hui absolument besoin d'Europe. Maintenant, cette Europe-là, je la critique sur plein de sujets, je l'attaque même au tribunal de l'Union européenne. C'est pour vous dire à quel point je l'aime beaucoup. C'est que j'aimerais bien qu'elle bouge, j'aimerais bien qu'elle se réforme. Aujourd'hui, le Data Privacy Framework, c'est pour moi une ignominie. Nous ne pouvons pas accepter des accords de transfert de données personnelles avec les États-Unis sur ce modèle-là. On l'a déjà fait 2 fois ça s'est fait invalider, on va le faire une 3e fois. Mais il y a un moment où il faut quand même être réaliste. Si nous n'étions pas aujourd'hui en Europe avec ses marchés, sa puissance financière, l'euro, la capacité à acheter de la dette française, parce qu'en fait, on impose quand même à pas mal d'acteurs d'acheter de notre dette, et on va être à 6% à la fin de l'année. Enfin, c'est pas un scoop. Quand on dit qu'on est à 5-6, j'y crois pas une seule seconde. Quand on dit qu'on va avoir une croissance à 0,8 ou 1, oui, facialement oui, mais on est en train de ralentir à une vitesse phénoménale. On va avoir un dernier trimestre qui va être un dernier trimestre catastrophique. Et il va falloir qu'on trouve des solutions. Et l'Europe n'a pas ouvert des procédures contre la France pour rien. Mais on a besoin d'eux, mais il faudra aussi qu'elle se réforme. Ce qu'a dit Thierry Breton sur la gouvernance de la Commission européenne, c'est absolument vrai. Regardons tout ce qui s'est passé entre les différentes nominations ou tentatives de nomination, comment ça fonctionne. Ce n'est pas acceptable. Donc oui, il y a des choses à réformer, mais ce n'est pas forcément que cette Europe-là qui est la bonne. Je partage aussi un certain nombre de points de vue de ce type-là avec Arnaud Montebourg. Autre question ? Oui, bonjour, Arnaud Demorny, directeur adjoint du centre de recherche de l'école de guerre économique. Il a été indiqué qu'en fait la France ne pouvait pas se passer de l'Europe. Moi, je vous invite à réfléchir dans l'autre sens. Est-ce que l'Union européenne peut-elle se passer de la France ? Quand on voit que, en fait, en termes de marché, si nous sommes en déficit commerciaux vers les zones hors Union européenne, nous sommes aussi en déficit commercial intra-européen. Donc, est-ce que les acteurs, nos partenaires, nos alliés européens, pourraient-ils avoir la croissance économique qu'ils ont actuellement si la France sortait de l'Union européenne et mettait en place un certain nombre de barrières douanières ? Je pense que non. Et donc, intégrons que le fait que le constat était partagé. Nous sommes très faibles et nous devenons de plus en plus faibles, mais peut-être que nous devrions développer des stratégies du faible au fort, c'est-à-dire transformer notre faiblesse en manière de lutter pour nous renforcer. Et plutôt qu'être dans un constat assez triste, voire pleurnicheur sur on ne peut rien faire, peut-on vraiment agir ? Et l'alternative, c'est on reste dans cette situation, on fait des bisous câlins à nos amis allemands qui, en fait, profitent de notre faiblesse et accélèrent notre désindustrialisation. Et on ne peut pas non plus dire, imaginez que l'euro nous protège, quelle serait la situation si on n'était pas sur l'euro, alors que notre situation est une des conséquences de l'environnement monétaire dans lequel nous sommes. Il me paraît étonnant d'un point de vue cohérence et raisonnement de à la fois intégrer les causes sans en parler et de se dire on ne peut pas changer les conséquences. Donc ça m'intéresserait de voir sur quelles pourraient être les propositions que vous faites, puisque vous êtes parlementaire ou vous êtes essayiste ou avocat, sur comment
face à la situation qui est décrite, et je pense qu'on est tous d'accord sur le fait qu'on est en perte de souveraineté, qu'on est en perte de capacité économique, qu'on est en perte d'influence politique dans l'Union européenne et dans le monde. Mais face à cette situation, ce n'est pas juste des propositions en l'air sur il faudrait être plus souverain, c'est comment concrètement, dans cette situation, on peut rebondir. Je vous remercie. Je vais tenter un bout de commencement de réponse. Et puis il y a un bon exemple, qui est un exemple qui est un de nos voisins. L'Italie était dans une situation déplorable. Ils sont en train de remonter à une vitesse assez phénoménale dans la plupart des domaines dans lesquels ils étaient très faibles. Ils ont adopté une stratégie, ils avaient un problème, ils avaient des problèmes structurels. Ils ont aussi su profiter de l'Union européenne. C'est-à-dire qu'ils ont obtenu des crédits très importants pour réindustrialiser, pour remettre en place leur appareil productif, pour faire des changements de fonctionnement. Et ça, aujourd'hui, nous, on n'est pas capable de le faire. Aujourd'hui, il y a des régions, je prends la région des Pays de la Loire, ils n'ont même pas de personnel permanent à Bruxelles pour répondre aux appels d'offres à projets, pour aller chercher des subventions, pour aller défendre un projet industriel. On n'a pas cette culture-là. Et ça, aujourd'hui, il y a une partie du problème qui vient de là. Et puis, il faut qu'on arrête, mais ça, je n'arrive pas à le faire comprendre à l'État, il faut qu'on arrête d'arriver au dernier moment en disant « nous avons la solution et c'est ça qu'il faut faire ». Il faut qu'on rentre dans les groupes de travail, il faut qu'on rentre dans tout ce qui fait le travail préalable, parce que sinon on ne pourra jamais influer, on ne peut plus influer. Et aujourd'hui, dans les directives, notamment d'identité numérique et autres, heureusement qu'on a des instituts qui travaillent à la place de l'État, un peu avec le soutien de l'État, mais c'est extraordinairement diffus, et heureusement qu'ils sont là, parce que sinon on aurait perdu un certain nombre de choses qui sont ensuite du domaine régalien. Donc il y a une partie de la réponse qui est, on pourrait peut-être copier ce qu'ont fait les Italiens depuis 5 ans, ça marche plutôt pas trop mal, et aujourd'hui ils ont un retour sur investissement très fort de ce qu'ils ont mis en place depuis 4 ans maintenant. Il reste 2 minutes, soit pour une dernière question, soit pour réagir. Oui, bien sûr, maître, je vous en prie. Je ne veux pas frustrer d'autres éventuelles questions. Bon, s'il reste 2 minutes, une partie de la question appelle des réponses qui sont très politiques, qui sont d'ailleurs des choix politiques. Et c'est vrai qu'en regardant la France depuis des yeux européens, ou même bruxellois, pour son hypercentre, c'est le serpent qui se mord la queue. Donc c'est vrai que la France s'affaiblit aussi parce qu'elle ne se saisit pas des cadres européens. Ne comparez jamais le Brexit au Frexit. Ce sont des réalités totalement différentes. Ne laissez jamais dire non plus que le Brexit est un échec. Ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. La réalité, c'est que les Européens, nous avons, nous les 27, 124 milliards d'excédents commerciaux sur les Britanniques. Et que donc, ils avaient besoin de retrouver des marges de manœuvre. Ils ont mis les Néerlandais furieux en créant un port franc à Douvres. C'était l'arroseur arrosé. Ce sont des comparaisons qui ne sont pas raison. On est, nous, dans des dispositifs très intégrés, pas les Britanniques. Ça, ce sont des choses totalement différentes. Il y a des solutions, Arnaud Montebourg les a dites, je ne reviens pas. Enfin, si on décide de ne plus appliquer le droit communautaire ou d'entrer en conflit avec la Cour européenne de justice, même si on est condamné pour entrave ou pour tout ce qu'on veut dans le marché, si on ne les applique pas, ça provoquera une crise. Et cette crise-là, ils ne peuvent pas saisir l'ordre de la Banque de France, il n'y a pas de gendarmerie européenne. Enfin bon, donc il faudra négocier. Et si on renégocie, on renégociera dans le sens de nos intérêts. Ça va rééquilibrer l'Europe, ça peut l'aider. Il n'y a pas vraiment de volonté politique aujourd'hui pour faire ça. Donc c'est ni un jugement de valeur de ma part, hein, c'est un constat. Donc face à des décideurs, à des entreprises, la meilleure solution, c'est de vous saisir des dispositifs européens et de vous bagarrer. Il y a un mot, je ne voulais pas qu'on se sépare sans le dire, quand même parler, parce que je pense qu'il y a 2 choses qui sont clés, et je le dis d'ailleurs sous couvert d'Arnaud Demorny et de Nicolas Moinet, professeur des universités à l'IE de Poitiers et de ce qui s'enseigne à l'école de guerre économique. Il y a à pratiquer en Europe ce que tous les autres font et que les Français ne font pas. Les entreprises comme l'État, et surtout pas les entreprises avec l'État, la guerre cognitive et la guerre informationnelle. C'est-à-dire que les décisions qui sont prises et qui sont les règles, les normes dans le marché intérieur européen, ça participe de guerre. On n'utilise pas ce terme, on parle de lobbying stratégique. C'est en fait un lobbying de think tank. Vous faites en sorte que les gens pensent comme vous. Mais si les gens pensent comme vous, ensuite, les décisions qui sont prises, elles sont conformes à vos intérêts. Et c'est une définition très réductrice que mes 2 complices me pardonnent. Et la guerre informationnelle, c'est votre capacité d'organisation dans un processus de décision. Et ça commence par ce que vous évoquez, qui est d'être présent dans les comités et d'être extrêmement actif.
votre salut dans le marché, c'est l'innovation. Et pour l'Europe, l'innovation, c'est la définition néerlandaise. Ce sont les processus les plus nécessaires pour aller le plus vite possible sur les marchés. On a des milliards d'euros qui sont mis en place. Moi, j'ai vu des sociétés israéliennes, chinoises, coréennes être présentes. Et avec ça, même, il y avait des décisions de financement de l'Union européenne pour leur permettre d'avoir des autorisations de mise sur le marché auprès de la FDA aux États-Unis. Le dernier acte que j'ai financé, Claude Revel m'a demandé de raconter cette anecdote tout à l'heure. Quand moi, j'étais gestionnaire du programme de recherche de l'Union européenne, c'est pas plus compliqué pour les Français que pour les autres. Ce qu'on m'a demandé de financer, c'était 2 millions d'euros pour les normes sociales chez les coiffeurs. Il y avait 5% du projet qui traitait des effets nocifs des lacs. Et si l'Europe paye une étude qui démontre que les lacs, c'est dangereux, ben ensuite, elle va les interdire. Et la technologie de substitution, elle va être en situation de monopole par le droit sur un marché de 400 millions de consommateurs à haut pouvoir d'achat. Et tuera tous ses concurrents par le droit. Et la DG Comp qu'on critique souvent, ben elle ne peut rien dire. Et vous aurez gagné. Donc pour vous, ruez-vous dans les programmes de l'Union européenne. Il y a le l'EU Accelerator du Conseil européen de l'innovation. C'est ultra performant, c'est très disruptif, c'est fait pour vous. Cher maître, je suis désolé, c'est un crève-cœur d'avoir recoupé sur une musique dramatique. Merci infiniment à tous les trois. C'était très dense, très rapide. Ça valait une table ronde sans doute plus volumineuse. Merci beaucoup.